La dermatite atopique, maladie de peau la plus fréquente juste après l'acné. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Marie-Estelle Roux, vous êtes dermatologue, et Marjolaine Herring, vous êtes membre de l'Association française de l'eczéma. Le site internet, c'est www.associationeczema.fr. Et eczéma, on le rappelle, ça s'écrit avec E-C-Z et pas avec un X. Mais enfin, si vous tapez avec un X, Google va vous réorienter. Alors vous, on va commencer avec vous, Marjolaine. Vous avez de l'eczéma depuis que vous êtes toute petite. Oui, j'ai eu ma première grosse crise à 2 ans environ. Et ensuite, j'ai eu de l'eczéma pendant toute mon enfance, toute mon adolescence. L'adolescence, c'est chiant d'avoir de l'eczéma à l'adolescence. Hein. C'est pénible. C'est pénible. Ouais, c'était combien de fois par mois les crises? C'était tout le temps en fait. J'avais un eczéma qui était mal soigné en l'occurrence, donc qui était continuel. Et partout, sur le visage aussi? Sur tout le corps, le visage, le cuir chevelu. Voilà, c'était très handicapant, socialement aussi d'ailleurs, à l'école, au collège. Et puis après, à l'âge adulte, l'eczéma a changé de forme et ça évolue par crise, entrecoupée de périodes d'accalmie, c'est des poussées, ouais. D'accord. Vous les sentez venir, les poussées? Oui, on les sent venir, enfin, on voit rapidement qu'elles sont là. On les prévient, c'est difficile de les prévenir puisqu'il y a vraiment beaucoup de facteurs déclenchants et aggravants des crises. C'est lié au stress, par exemple? Vous savez que vous avez un rendez-vous important, une échéance importante ou pas? Alors chez moi, c'est pas lié au stress, mais chez d'autres personnes, le stress peut être un facteur aggravant. Moi, je ne l'ai pas remarqué pour moi. Mais il y a des allergènes. Moi, j'ai des allergies alimentaires, des allergies au pollen. Je fais de l'asthme aussi. Et puis plein de choses, hein, la transpiration, le froid, le chaud, tout ça peut déclencher une crise. Oui, on peut faire des allergies à des cosmétiques. Des déodorants, des choses comme ça aussi. Voilà, il faut être très vigilant, sur les produits qu'on utilise. Voilà. Les traitements? Alors les traitements principaux, c'est des traitements à base de dermocorticoïdes pour limiter les crises, calmer les crises. Et puis le traitement quotidien pour quelqu'un qui a de l'eczéma, c'est l'émollient, c'est-à-dire un hydratant sur tout le corps, qu'on soit en crise ou non, pour restaurer la barrière cutanée. D'accord. Donc ça, c'est un peu embêtant, enfin c'est contraignant. C'est très contraignant, oui. Hein, il faut toujours prévoir sur soi sa petite mallette de traitement, ses émollients. Vous disiez par exemple en préparant l'émission, si on va voir, je sais pas, un opéra par exemple, l'opéra ça va durer 2h30, 3h. Là pour le coup, il faut prévoir de... Oui, alors ça c'est plutôt... Pour les gens qui ont des formes graves, de prévoir de s'hydrater, tout ça. Voilà, moi quand j'ai eu des crises très importantes, très sévères sur tout le corps, j'étais très gênée par mes vêtements. J'avais beaucoup de démangeaisons, donc c'est vrai que c'est des moments où je n'allais plus au théâtre, à l'opéra ni au cinéma, parce que rester pendant 2h, 3h, 4h assis tranquillement sur une chaise sans se gratter, c'était plus possible à ce moment-là. Oui. Alors, on ne va pas parler de vous forcément, mais plus généralement des membres de l'association. Donc il y a un côté handicapant de cette maladie. Il y a des gens qui arrêtent de travailler, qui... oui. Voilà. Oui, l'association a notamment conduit des études sur la qualité de vie des patients. On a vu par ces études que quasiment 50% des patients souffrent aussi de symptômes dépressifs et anxieux. Et aussi quasiment la moitié a eu des problèmes à l'embauche, et éventuellement des discriminations à l'embauche. Et puis l'eczéma génère aussi beaucoup d'arrêts maladie. Parce que ça génère beaucoup de fatigue. Et puis quand on a un eczéma sévère, affichant, c'est difficile d'aller travailler en ayant une grosse crise d'eczéma. Bien sûr, bien sûr. Et alors donc ce côté psychologique, il est renforcé par le fait que c'est chronique, on a du mal à... On sait qu'on l'a toute sa vie. On l'a toute sa vie et c'est difficile à accepter. Il y a beaucoup de patients qui, on le voit dans l'association, voilà, c'est très difficile de se dire j'ai cette maladie, je vais l'avoir jusqu'à la fin de ma vie, je vais devoir me traiter, faire attention toute ma vie. Donc c'est fatigant, la récurrence des crises c'est décourageant pour les patients, pour leur famille aussi, pour les parents d'enfants qui ont une dermatite atopique, c'est compliqué, c'est culpabilisant aussi. C'est une maladie qui est chronique et qui est aussi stigmatisante, qui est affichante.
il y a beaucoup de patients qui sont encore confrontés à des préjugés, des gens qui considèrent, le grand public connaît mal la maladie, donc on peut avoir peur que ce soit contagieux. On la connaît mal et pourtant c'est une maladie très répandue, hein, comme je disais dans le lancement. Pour mieux la faire connaître, vous organisez une journée bientôt. C'est ça, on organise la 5e journée nationale de l'eczéma le 1er juin. Le matin, il y aura des conférences données par des médecins sur les différents types d'eczéma, les traitements, également l'impact de la pollution sur l'eczéma. Et l'après-midi, on organise des ateliers autour du bien-être avec la méditation, un atelier nutrition, un atelier maquillage correcteur et un atelier danse contact parents-enfants que je vais animer. D'accord, donc il faut venir vous voir hein, si on a envie de, si on en souffre ou si on connaît quelqu'un qui en souffre, il faut venir vous voir et puis on aura plein d'infos. Ce que vous dites malgré tout à la sauce, c'est que faut vivre malgré tout, hein, c'est ça ? C'est ça. À l'association, on essaye de favoriser le partage d'expériences entre les patients, la communication, et puis le message qu'on a envie de donner, c'est ne vous arrêtez pas de vivre parce que vous avez un eczéma. Il y a des moyens de traitement, de prévention, et puis le plus important, c'est de continuer à vivre avec au mieux. Traitement, prévention, on va engager le dialogue avec le docteur Marie Estelroux, mais d'abord, la définition médicale de la dermatite atopique. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un eczéma qui survient sur un terrain génétiquement prédisposé. Cette composante génétique, ça donne d'une part une anomalie de la barrière cutanée qui ne joue pas son rôle protecteur, avec une protéine anormale qu'on appelle la filagrine, entre autres, et puis un système immunitaire qui est hyper réactif. Est-ce que c'est ce qu'on appelle une maladie inflammatoire ? Oui, c'est une maladie inflammatoire qui est due donc à des allergènes de l'environnement qui vont pénétrer dans la peau et qui vont stimuler le système immunitaire qui va surréagir et qui va déclencher une inflammation au niveau de la peau. Donc si je comprends bien, la peau est moins bien protégée et donc elle est agressée et elle surréagit. Et elle surréagit, voilà. Et ça donne, alors on va voir quelques photos, hein, ça donne les manifestations, ça donne des... alors ça donne des plaques rouges qui démangent énormément. Bon là c'est... Alors pour revenir peut-être à la photo du visage, là c'est sévère, non ? Ou alors vous avez eu ce genre de plaques, vous par exemple ? Oui, j'ai eu ce genre de plaque, oui. Oui, c'est sévère, mais ça montre bien que chez les tout petits, ça survient souvent sur le visage. Ensuite, chez l'enfant, c'est souvent dans les plis, dans les plis, on a vu, plis des coudes, plis des genoux, voilà. Les mains aussi. Et puis chez l'adulte, ça peut être tout le corps, effectivement, vous disiez, à l'adolescence, souvent ça peut être tout le corps, y compris le cuir chevelu, les paupières. Et puis chez l'adulte, souvent ça se restreint, et ça se restreint souvent au visage, au cou et aux mains, en fait. Donc les plaques rouges, ces plaques, elles démangent. Énormément. Donc quand ça démange, on se gratte. Quand on se gratte, ça démange encore plus, c'est ça, c'est un peu le... Non ? Oui. Oui, alors effectivement, le grattage fragilise encore plus la barrière cutanée. Et puis le grattage, c'est aussi un symptôme qui va altérer la qualité de vie, qui peut donner des troubles du sommeil, qui peut générer de l'anxiété, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, effectivement, sur la gêne sociale que ça implique. C'est contagieux ? Non, c'est pas contagieux. Je vous pose la question à dessein parce que ça, c'est quelque chose qui est une barrière, hein, non ? Oui, il y a encore des gens qui pensent que c'est contagieux. On ne vous approche pas, on ne vous touche pas. On n'ose pas, parce que si jamais, c'est peut-être... on demande si c'est pas de la lèpre aussi. Enfin, voilà, il y a toutes sortes de choses autour de l'eczéma. Donc la contagion est aussi c'est souvent aussi lié au manque d'hygiène. C'est ça qui... Voilà, c'est ce que les gens disent. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. D'accord, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, évidemment, mais... au contraire, il semblerait même on sait qu'il y a plus de dermatite atopique dans les pays avec un niveau socio-économique élevé. Donc c'est pas du tout lié à un manque d'hygiène. Oui, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Alors justement, les éléments déclencheurs, qu'est-ce que c'est ? Alors il y a des facteurs environnementaux qui sont multiples. C'est souvent plusieurs éléments ensemble qui vont déclencher des crises. Donc la pollution, le stress, certainement des facteurs alimentaires, puisqu'il y a une perméabilité de la barrière intestinale aussi qui est augmentée dans la dermatite atopique. Il n'y a pas uniquement la barrière cutanée. Donc voilà, vous le disiez également, la transpiration, le chaud, le froid, l'air sec. Enfin, il y a un ensemble de facteurs qui va favoriser les poussées. On va essayer de parler des solutions, parce que finalement, c'est ce qui intéresse tout le monde. Hein. Alors, est-ce qu'on peut s'en débarrasser ?
Alors, il y a une composante génétique. Donc, quand on a une tendance à l'atopie, on garde cette tendance toute sa vie. Mais on peut améliorer les symptômes. Alors, il y a deux grands volets pour le traitement que vous avez évoqués. D'une part, il faut hydrater la peau, et ça, il faut le faire toute sa vie. Hydrater la peau pour restaurer la barrière cutanée qui est déficiente. Et puis, d'autre part, traiter les poussées avec les dermocorticoïdes en première ligne. C'est le traitement de référence. Et puis, il existe également d'autres traitements qu'on peut utiliser. Par contre, il y a un nouveau traitement. Voilà. Donc, il y a des traitements par voie générale qui ont leur efficacité quand les traitements par voie locale ne suffisent plus. Et il y a notamment une biothérapie qui s'appelle le dupilumab, qui est un traitement qui donne beaucoup d'espoir, puisqu'en fait, c'est un traitement qui nécessite une injection sous-cutanée tous les 15 jours et qui donne de très bons résultats. Tous les 15 jours pendant combien de temps? À vie ou tous les 15 jours pendant un certain temps? Tant qu'on en a besoin, donc il n'y a pas de limite dans l'utilisation. D'accord, donc une piqûre tous les 15 jours, et ça donne des bons résultats pour l'instant? Ça donne des très bons résultats. Vous le connaissiez, ce traitement? Oui, je le connais. Vous l'avez essayé, non? Je ne l'ai pas essayé. Et il y a des membres de l'association qui l'ont essayé? Oui, tout à fait. Et ça marche bien? Et ça marche, oui. Alors, ce n'est pas un médicament de première intention, c'est réservé aux cas qui échappent aux autres traitements plus classiques, qu'ils soient par voie locale ou par voie orale, parce qu'il y a d'autres traitements par voie orale. Okay. Voilà. Donc c'est pour ceux qui sont résistants en fait à ce genre de traitement. Mais par contre, c'est quand même un espoir de savoir que pour ceux qui sont résistants, il y a un traitement qui fonctionne pas trop mal, sur lequel on n'a pas de recul pour l'instant. Si, enfin, ça fait partie des biothérapies, donc les biothérapies, on les utilise déjà depuis longtemps en médecine. Mais quand je dis qu'on n'a pas de recul, c'est-à-dire que, bon, je me suis mal exprimé, il n'est pas dangereux, il a été autorisé, mais bon, on ne sait pas, par exemple, sur le long cours, combien de temps il faut le continuer ce traitement. De toute façon, c'est une maladie chronique, donc on sait que si on arrête tous les traitements, la maladie va revenir. C'est-à-dire que ce n'est pas un traitement curatif qui supprime la maladie. C'est un traitement qui soulage et qui fait disparaître les symptômes de la maladie. C'est ça. Est-ce qu'on confond souvent avec l'acné, par exemple, quand on est ado? Est-ce qu'il y a du retard diagnostique à cause de ça, ou on ne peut pas confondre? Non, non, non. On peut pas confondre. Non, les symptômes sont différents. Oui. D'accord. Bon, à l'assaut, qu'est-ce qu'on dit alors? Les gens, malgré tout, ils reprennent le goût de vivre? Oui, bien sûr. En encourageant la communication, le partage d'expériences, on essaye de lutter contre l'isolement, contre la stigmatisation et de redonner envie et courage aux patients. C'est handicapant, mais ce n'est pas la fin du monde. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau. Je rappelle l'adresse de l'Association française de l'eczéma, www.associationeczema.fr. Merci Marjolaine. Merci Marie-Estelle. À très bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.